Alors, chers collègues, il y a 6 mois, lors du vote du budget, nous avons débattu du rythme des investissements de la région. Je me souviens avoir rencontré à l'époque un certain scepticisme lorsque j'avais annoncé que l'investissement serait en forte hausse. Les chiffres sont là. Le compte administratif le prouve. Alors je veux me garder de tout triomphalisme, car je suis pleinement consciente qu'un certain nombre de travaux dont nous sommes pleinement responsables, notamment dans les lycées, pourraient aller beaucoup plus vite. Et je souhaite d'ailleurs que nos procédures soient simplifiées pour que les mises aux travaux s'accélèrent. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Les Cassandres peuvent dire que nous aurions dû atteindre le chiffre de 400 millions d'euros. Mais il y a des collectivités où l'investissement baisse depuis plusieurs années. Je préfère constater qu'à la région, il augmente. Il augmente de 35% entre 2016 et 2017, passant de 285 à 361 millions d'euros. Cet effort profite essentiellement aux entreprises de notre région et conforte notre place de premier investisseur public local de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes à l'offensive sur ce terrain absolument nécessaire de l'investissement et nous garderons le cap en 2018. Il y a un an, à la fin du mois de juin, nous avons débattu des principes qui guideraient notre action en matière d'aménagement du territoire, c'est-à-dire une égale attention aux zones rurales et aux zones urbaines. L'exigence aussi que les projets soutenus soient respectueux de l'environnement. Des crédits affectés sur des bases objectives avec des critères précisément définis et un effort financier supplémentaire pour les zones les plus en difficulté. Depuis lors, un gros travail a été mené par les services de la région. Je les en remercie. Et je remercie Éric Houlet, notre vice-président en charge de la cohésion territoriale, qui a parcouru la région vraiment en tous sens pour échanger avec les élus et construire avec eux ces contrats. Il a su prendre le temps de la concertation avec les élus locaux et avec les habitants, car cette concertation est une condition sine qua non du développement de nos territoires. Je suis donc fière de vous présenter aujourd'hui les 7 premiers contrats, sachant qu'il y en aura au total 35. Les autres contrats qui sont en cours d'élaboration vous seront présentés lors de l'assemblée plénière du mois d'octobre. Grâce à ces 35 contrats, tous les territoires de Bourgogne-Franche-Comté pourront compter sur le soutien de la région, à la fois pour les accompagner dans le montage de leurs projets, car la région finance les emplois de celles et de ceux qui participent au montage des projets locaux, et pour soutenir des investissements structurants avec un soutien financier renforcé pour les territoires les plus fragiles. Dans les contrats qui vous sont présentés aujourd'hui, vous trouverez des projets exemplaires qui permettront d'embellir et de moderniser nos villes et nos villages, d'accueillir des entreprises, de créer ou de rénover des services publics, de renforcer le commerce de proximité. Je pense notamment, dans le Charolais brionnais, à la restructuration de la halle de Charolles, dans le Châtillonnais, à la valorisation du site de Vix et à la construction d'une médiathèque, dans le Val-de-Noire-Nivernais, à la rénovation du cinéma de Caunes, à la construction d'un pôle multimodal à Nevers, dans le Val-de-Saône, à la construction de la médiathèque d'Aussonne et d'un gymnase intercommunal, dans la Bresse bourguignonne. Non, je pense que c'est la construction de la médiathèque d'Auxonne et le gymnase intercommunal, c'est tout. Et dans la Bresse bourguignonne, c'est la construction d'une maison d'assistante maternelle en ossature-bois et à énergie positive. C'est une preuve supplémentaire que la région est présente chaque jour aux côtés des habitants et des élus pour leur permettre de réaliser leurs projets. Vous le savez, nous travaillons également sur 4 contrats de développement métropolitain pour renforcer cette dynamique métropolitaine dans notre région. Le premier, celui de notre capitale
régional Dijon a été voté en mars dernier. Les deux prochains, celui du Grand Besançon et celui de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, vous seront présentés en octobre prochain. Et la semaine prochaine, je me rendrai dans le Nord-Franche-Comté pour travailler avec les élus locaux sur le futur contrat Nord-Franche-Comté. Je suis certaine que cela sera un levier décisif pour renforcer la dynamique métropolitaine de ce territoire, où les élus sont amenés à travailler ensemble au service d'une même ambition, qui est de faire réussir le bassin de vie du Nord-Franche-Comté de 300 000 habitants, qui compte en son sein les plus grands fleurons de l'économie française. Le dynamisme de l'enseignement supérieur est un élément d'attractivité déterminant dans ce territoire comme dans bien d'autres. Il est au centre de ces contrats métropolitains. C'est pour cela que j'en profite pour vous dire l'exaspération des collectivités devant le manque de coopération des acteurs de l'enseignement supérieur dans notre région. Cette exaspération dont je vous ai déjà parlé est à son comble. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'envoyer à tous les établissements d'enseignement supérieur de notre région, les 3 universités et les écoles, un courrier co-signé par les présidents de la métropole de Dijon, du Grand Besançon, de la communauté urbaine du Creusot-Monceau et du Grand Belfort et de Pays Montbéliard Agglomération, pour rappeler à ces acteurs qu'ils ne réussiront qu'ensemble. L'enjeu, il est déterminant et super important pour notre région. C'est de garder la labellisation d'excellence que nous avons obtenue il y a 3 ans autour de l'ICIT. Et nous avons un jury international, un jury national pour conforter cette labellisation d'ici 1 an et demi. Et nous serons jugés sur 2 critères. L'excellence scientifique de notre communauté universitaire et la gouvernance collective. L'excellence scientifique, elle est au rendez-vous. Il ne se passe pas 1 mois sans que nous ayons des résultats qui sont vraiment très, très bons. Mais la gouvernance collective n'est pas là. Et il faut vraiment que la communauté scientifique se rende compte que nous sommes, nous qui avons peu de leviers d'intervention sur cette communauté scientifique, que nous sommes véritablement inquiets. Une deuxième incise sur le Nord-Franche-Comté. L'État doit faire respecter à General Electric les engagements que ce groupe a pris en matière d'emploi lors du rachat de la branche énergie d'Alstom. Et si ces engagements ne sont pas respectés, il doit appliquer les sanctions financières qui étaient prévues dans le contrat pour sanctionner ces manquements. Il faut surtout prévoir un nouvel agenda entre les collectivités et ce grand groupe du Nord-Franche-Comté. Je rencontrerai la semaine prochaine les organisations syndicales et les sous-traitants de General Electric, aujourd'hui très fortement impactés par la réduction des activités de General Electric. Dans le Nord-Franche-Comté, toujours, j'aurai également l'occasion d'échanger avec les acteurs du projet Territoire innovant de grande ambition, TIGA, c'est le sigle, que nous avons porté avec eux. C'est un appel à projet très important de la Caisse des dépôts. Et quand la Caisse des dépôts, l'année dernière, a annoncé le lancement de cet appel à manifestation d'intérêt doté de 450 millions d'euros sur 10 ans, nous avons pensé qu'il fallait éviter toute concurrence entre les projets au sein de notre région et soutenir en priorité les projets qui avaient le plus de chances d'être sélectionnés par la Caisse des dépôts. Nous avons eu le bonheur d'apprendre que 2 projets parmi les 24 sélectionnés au plan national venaient de notre territoire. Le projet de Dijon Métropole autour de la création d'un système d'alimentation durable et le projet de l'agglomération du Pays de Montbéliard de transformer un territoire industriel grâce à l'économie verte. Comme nous sommes convaincus qu'il s'agit d'excellentes démarches créatrices d'une très belle dynamique pour leurs territoires respectifs, nous vous proposerons d'attribuer 200 000 € à chacun d'entre eux
pour qu'ils puissent préparer dans les meilleures conditions la réponse à l'appel à projet final. Notre méthode, que ce soit en matière d'aménagement du territoire ou de développement économique, c'est d'associer et de faire travailler ensemble les différents niveaux de collectivité, les acteurs publics et les acteurs privés, les décideurs et les habitants. Associer, rassembler, fédérer, c'est la méthode que nous mettons au service d'une seule ambition, faire gagner la région Bourgogne-Franche-Comté, avec le sens des responsabilités et de l'intérêt général comme seule boussole. La victoire que nous venons d'obtenir sur la RCEA montre que cette attitude qui conjugue exigence à l'égard de l'État et sens des responsabilités est la seule efficace. Exigence, celle que les élus régionaux et départementaux avaient manifestée lors de la venue de la ministre des Transports en Saône-et-Loire le 11 janvier dernier, en assurant qu'il fallait à l'État qu'il fallait absolument avancer le calendrier des travaux sur cet axe tellement insécurisant et tellement accidentogène, sens des responsabilités, car nous prendrons bien sûr toute notre part dans l'accélération de ces travaux. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que l'accord que nous attendions avec l'État a été trouvé, si bien que nous avons un accord avec l'État, le département et les autres collectivités pour enfin sécuriser entièrement cet axe à l'horizon 2024. Je tiens à remercier très vivement le président du département de la Saône-et-Loire, qui a été très actif sur le sujet, et Michel Neugnot, qui a fait, lui, de son côté, un intense travail de conviction auprès des services de l'État. La mobilisation territoriale a donc payé, puisque les travaux seront terminés en 2024 au lieu de 2030. Nous gagnons, et encore, nous gagnons au moins 6 ans. Il y aura de plus des avances de fonds de l'État permettant d'alléger les investissements des collectivités, étalés sur 8 ans, alors que les travaux, eux, seront sur 4 ans. Au final, je n'ai plus le chiffre exact de l'État, mais ce n'est pas moins de 200 millions. 202 millions pour l'État, 58 millions pour la région, 58 millions pour le département, région, département, dans effectivement le même combat, 10 pour la CUCM, ce qui est vraiment très important aussi, et une intervention aussi que je salue des autres collectivités infradépartementales qui sont au long de cet axe. Châlons, Paray-le-Monial, le Charolais. C'est avec le même esprit de responsabilité que nous traiterons du contrat que l'État nous propose dans le domaine des finances publiques. Les promesses formulées lors du lancement de la Conférence nationale des territoires, il y a 1 an, notamment celles consistant à donner aux collectivités plus de liberté et plus de souplesse pour agir, sont déjà très lointaines. Alors que le précédent gouvernement nous avait proposé une ressource dynamique, la TVA, fraction de la TVA, et un élargissement des compétences des régions avec la loi Rebsamen et la loi NOTRe, le gouvernement actuel semble n'avoir qu'une vision purement comptable de l'exercice des responsabilités locales. Dans sa nudité, la norme d'évolution des dépenses des collectivités qui a été décidée par l'État, et par l'État seul, révèle en vérité une vision de la décentralisation qui est ramenée à un simple indicateur particulièrement réducteur. La décentralisation, pourtant, n'est pas simplement une technique. C'est une modalité d'exercice du pouvoir. C'est dans son essence une vision de la démocratie. La décentralisation porte en elle
le désir de concertation, d'association et de participation à la décision publique de nos territoires et de nos concitoyens. Et c'est parce que la centralisation, l'exercice solitaire du pouvoir, ou, pour adopter un langage plus contemporain, la verticalité, à l'époque, du pouvoir giscardien était devenue insupportable, que François Mitterrand et Gaston Defferre ont souhaité donner aux élus locaux Bien, je répète, c'est parce que le pouvoir giscardien était fortement centralisateur, si vous préférez, que François Mitterrand et Gaston Defferre ont souhaité donner avaient voulu souhaiter donner aux élus locaux, qui n'étaient pas issus du même moule que ceux qui avaient pris l'habitude de les diriger, plus de responsabilités. La décentralisation, c'est un élargissement de la démocratie. Elle la rend plus vivante, plus présente, plus effective. Le pacte financier, en restreignant la liberté des élus locaux, alors qu'ils avaient su user avec sagesse de ces responsabilités, est en rupture avec cette histoire de plus de 30 ans. Je vais pourtant vous proposer de le signer. Tout simplement parce que je souhaite sécuriser la collectivité dont j'ai la charge. Nous avons négocié avec l'État la liste des dépenses qui seront exclues du périmètre de référence et je veux graver cela dans le marbre. Je ne veux pas avoir à le rediscuter chaque année. Par ailleurs, je ferai tout pour que l'évolution de nos dépenses soit proche de cette norme de 1,2%. Pas parce que c'est l'État qui nous le demande, mais parce que cela correspond à notre stratégie financière. Mais je ne suis pas complètement sûre d'y parvenir. Si nous devons dépasser cette norme totalement aléatoire, parce que nous faisons des dépenses utiles, et la dépense de la région utile, c'est une dépense de fonctionnement en matière de formation, en matière de transport, de mobilité, d'agriculture, de transition énergétique. Eh bien, si nous devons dépasser cette norme aléatoire, nous aurons des pénalités supplémentaires à payer et j'aime autant que ces pénalités soient les plus réduites possibles, ce qui sera possible en signant le pacte. Bon, certaines collectivités font un autre choix. Elles ont décidé de réduire leurs dépenses pour ne pas avoir à payer ces pénalités. Elles se soumettront d'elles-mêmes à la norme définie par le législateur dans la loi de finances. Certains pensent que respecter à la lettre une norme qu'a imposée le législateur est la meilleure façon de s'opposer au gouvernement. Moi et nous faisons un choix de responsabilité. Ce sens des responsabilités et de l'intérêt général, nous les mettons au service de nos convictions. Nos convictions, c'est pas de développement économique sans transition écologique et sans développement social. Notre première conviction, c'est qu'il faut travailler pour construire une société plus écologique et plus respectueuse de notre environnement. C'est le sens de l'appel à projets sur l'alimentation de proximité que nous lançons pour stimuler et soutenir toutes les initiatives pour que nous puissions davantage manger local. C'est aussi le sens de la création du service public de l'efficacité énergétique dans 8 territoires pionniers. Dijon, Besançon, Auxerre, Pays de Montbéliard, Haut-Jura, Grand Chalon, PETR du Mâconnais Sud Bourgogne, Puisay-Forterre.
Cela représente d'ores et déjà près d'1 million d'habitants. Une incise à propos de la Puisée-Forterre. Je veux dénoncer avec la plus grande énergie les perspectives de fermeture du site de Champignelles. Je vois déjà que la fermeture qu'on nous annonçait certaine la semaine dernière, lorsque j'ai pris contact avec l'école de Champignelles, puis avec l'école de Maisons-Alfort, suite à des rumeurs qui m'étaient parvenues, et je remercie d'ailleurs notre conseiller régional, M. Sonny Arrigui, de m'avoir alerté quand j'étais effectivement en Puisée-Forterre. Nous n'avions entendu aucune alerte. Aucune alerte. Ah ben, c'est peut-être dommage, je n'y suis pour rien du tout. L'école nationale de Maisons-Alfort a un grand projet d'investissement qui les amène à faire des économies de rationalité en regroupant leurs sites. Et ils décident de faire cela lors d'un conseil exécutif de leur école pour lequel nous n'avons jamais été consultés, quel que soit notre niveau de collectivité. Ni le département de l'Yonne, ni le conseil régional, ni la mairie de Champignelles. Personne. Personne n'a été concerné par cette affaire. J'ai demandé avec vigueur au ministre de l'Agriculture qui exerce la tutelle sur cette école que le plus rapidement possible une réunion, un tour de table associant tous les niveaux de collectivité soit organisé sur le site avec l'ensemble des parties prenantes. Politique de rénovation énergétique, on y reviendra pendant le cours de nos débats. Politique sociale aussi. Nous voulons prioritairement aider les ménages aux revenus les plus modestes en rénovant leurs logements, notamment celles et ceux qui habitent dans ce qu'on appelle des passoires thermiques. C'est pourquoi la phase d'accompagnement dans la réalisation et le suivi des travaux sera gratuite pour les ménages les plus modestes. Alors certes, la création de ce service public, ce n'est pas une formidable révolution, parce que les choses se feront petit à petit, progressivement, mais nous avons l'ambition, à notre échelle, de rendre notre planète plus habitable et d'aider nos concitoyens qui vivent dans des logements mal isolés, celles et ceux dont le budget est grevé par leurs factures de gaz, de fioul ou d'électricité, de s'y retrouver. Par ailleurs, la région peut contribuer à construire une société plus fraternelle, plus solidaire, et nous avons un rapport qui va dans ce sens, puisque pour la deuxième année, nous allons verser aux familles de lycéens boursiers 100 € par an pour les demi-pensionnaires et 150 € pour les internes, pour alléger leurs factures d'hébergement et de restauration. À un moment où le pouvoir d'achat des Français est attaqué par la hausse de la CSG, c'est une mesure concrète en faveur du pouvoir d'achat. Notre troisième conviction, et j'en termine là-dessus, c'est qu'au moment où l'Europe se ferme, au risque de perdre son âme, nous devons défendre un projet de société ouvert et généreux. Et c'est ce que nous faisons en aidant les migrants, les réfugiés, à mieux s'insérer sur le marché du travail grâce à des formations en français langue étrangère. Un premier bilan de nos dispositifs montre que plus de 500 personnes étaient en formation français langue étrangère grâce à notre intervention à la fin du premier trimestre. Nous l'avons fait l'an dernier dans le cadre de nos formations linguistiques. Nous le faisons plus encore cette année dans le cadre du plan investissement compétences et nous accentuerons encore notre effort en 2019, toujours dans le cadre de ce plan investissement compétences. Je vous remercie.